L'état de droit entre la justice sélective et la justice distributive. Une thématique certainement qui vous sera développée dans cette émission par une avocate aussi qui devient de plus en plus imposante sur la scène politique congolaise. Elle veut parler d'elle sur plusieurs sujets, sujets sur la société civile, sujets sur l'actualité en RDC. Elle, c'est Madame Arlette Odia. Bienvenue. Merci, M. Jean-David. Voilà, vous êtes de la société civile, vous êtes politique. Je suis de la société civile, présidente du collectif pour le développement et l'unité du Congo, une ASBL. Mais vous êtes est-ce que la société civile existe à RDC? Oui. Elle existe. La société civile, déjà son histoire, brièvement. Oui. Elle commence autour des années 1990, début d'année 1990, avec la vague de la démocratisation des pays d'Afrique. Il y a d'une part des forces politiques autres que le MPR et des forces sociales d'autre part. Jusque-là, tout évoluait bien. Elle fonctionnait comme il se devait et le peuple s'y reconnaissait en elle. Arrivé en 2001, avec l'avènement du président Joseph Kabila, qui va promulguer la loi portant application régime qui régit les ASBL. C'est en ce moment que la société civile a eu une loi et a connu une autre marche jusqu'en 2003, lorsque les acteurs vont décider de voter leur statut et tout a commencé à bien fonctionner. Jusqu'en 2004, à Sun City, lorsqu'il a été levé l'option de réserver des quotas pour la société civile, c'est là que les gens ont achoppé. Les grandes figures se sont fait remarquer parce qu'à partir de ce moment-là, même les acteurs de la société civile ont commencé à travailler dans le sens de conquérir les postes qui leur sont réservés. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de voir une société civile très politisée. La preuve, c'est qu'il y a d'abord le blocage au niveau de la désignation des animateurs. Oui, mais justement, parce que... Est-ce que réellement cette société civile joue son rôle? C'est comme je venais de le dire, à partir du moment où il a été décidé d'un quota pour le membre de la société civile, comprenez que les politiques, eux, travaillent pour conquérir les pouvoirs, mais la société civile, à partir de 2004, a commencé, elle, à travailler pour conquérir les postes qui leur sont réservés. C'est ainsi qu'aujourd'hui, vous verrez, depuis 2004 jusqu'à ce jour, que dans chaque gouvernement, il y a un quota de la société civile. C'est ce qui a par exemple amené la ministre Irène Essambo au sein du gouvernement. D'abord Ilunga Ilunkamba et aujourd'hui le gouvernement Samal Kondé. La ministre Rose Mutombo aussi par rapport aux structures des femmes. C'est tous ces problèmes-là qui ont fragilisé l'action de la société civile. C'est ainsi que pour nous au CEDUC, nous avons toujours demandé au président de la République d'impulser d'abord la mise en place de la coordination nationale de la société civile parce qu'elle n'existe plus depuis toutes ces années. C'est vrai que dans les provinces, vous ne voyez pas que cette mise en place de cette coordination, ça va encore politiser. Chaque politique voudra certainement cette mise en place, que ça réponde à certaines obédiences ou à certaines exigences politiques. Mais on ne peut pas faire autrement sans que le chef de l'État s'engage à organiser cette coordination nationale. Et deuxièmement, il faut que soit supprimée cette notion des quotas de la société civile. Ces quotas-là, c'est ce qui trouble tout le système et tout le fonctionnement parce qu'au lieu de défendre désormais l'intérêt général et l'intérêt du peuple, chacun défend les personnes qui peuvent lui faciliter l'accès aux fonctions réservées à la société civile. Nous, les CEDUC, nous n'avons jamais été derrière les postes. Nous ne courons pas derrière le poste. Nous militons pour l'effectivité de l'état de droit. Nous militons pour l'amélioration de conditions de vie de nos populations. Nous militons pour la construction de l'amour et de l'unité de Congolais en vue du développement du Congo. Vous militez pour l'effectivité de l'état de droit.
L'état de droit existe en RDC, il y a déjà l'état de droit. Vous voulez quelle effectivité et quel état de droit? Vous savez... Parce qu'avec l'avènement du chef de l'État, Félix Tshisekedi, il prône l'instauration de l'état de droit. Alors, votre combat sera fin. Parlons toujours de l'avènement du président Félix Tshisekedi, qui a suscité beaucoup d'espoir par rapport à l'effectivité de l'état de droit. Mais vous allez tout de suite vous rendre compte qu'il y a un amalgame qui se crée entre ce qu'il faut entendre par état de droit et simplement l'administration de la justice. L'état de droit, c'est cet état dans lequel il y a des lois, cet état dans lequel il y a des gouvernants qui respectent les lois telles qu'elles ont été établies. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de choses à reprocher à la gouvernance parce que les droits des citoyens ne sont pas respectés. Comme quoi, par exemple? On va donner, par exemple, les cas du prélèvement de la taxe RAM. C'est une taxe qui est illégale. Les droits fiscaux dans notre pays organisent... Ça fait partie des exigences de l'Union internationale des postes et télécommunications. Oui, on voudrait bien. Et par rapport à ça, mais bien avant qu'elle soit perçue, il faudrait qu'il y ait une réglementation y afférente. Parce que dans notre pays, aucune taxe, aucune redevance, aucun impôt ne peut être prélevé sans une loi. Et dans les cas d'espèce, il y a cette taxe-là ou ce prélèvement. J'ai même entendu le ministre de PTNTIC parler d'un service. Mais si c'est un service n'est jamais obligatoire. Il faudrait que quelqu'un consente à l'acheter ou à le prendre en contrepartie d'un paiement. Donc c'est tout cela, ce qui nous pousse à dire, d'ailleurs sans crainte d'être contredit, que l'état de droit n'est pas encore effectif. Les peuples congolais n'est pas écouté dans ces revendications. On va parler de l'évaluation de l'état de siège, par exemple. La société civile, de l'autre côté, et même les députés, la représentation nationale, ils exigent l'évaluation de l'état de siège. Oui, parce mais c'est ce qui a été fait. Il y a des auditions qui sont en cours au niveau de l'Assemblée nationale. Et les députés ont jugé bon de pouvoir proroger pour la 7e fois. C'est qu'il y a des signaux positifs montrant que l'état des sièges se déroule très bien. Mais lorsque les gens vivent à Kinshasa, ils ne peuvent que relayer les informations qui leur sont données. Écoutons plutôt ceux-là qui sont sur place à l'est du pays, ceux-là qui vous disent que chaque jour il y a des tueries, ceux-là qui vous disent que chaque jour la situation des Congolais de l'Est et de Goma, de la province du Nord Kivu et de l'Ituri continue à vivre les mêmes atrocités d'avant état de siège. Il faut les écouter et faire une véritable évaluation. Vous savez, l'état de siège a aussi pour impact le fait que c'est l'administration militaire qui fonctionne. Donc les cours et tribunaux ne fonctionnent plus et de plus en plus le peuple a du mal à accéder à la justice. Dans un pays comme celui-là, on ne peut pas dire que l'état des droits est effectif. Mais l'état de droit, il y a l'inspection générale des finances qui fait très bien son travail. Vous n'avez qu'à voir, il y a des ressources qui commencent beaucoup plus à rentrer dans les caisses de l'État. Et dans l'ancien temps, on avait peur peut-être de l'ANER. Aujourd'hui, on a peur de l'IGF, c'est-à-dire un mandataire, lorsqu'il est là, il a la peur du gendarme. Et la preuve, c'est qu'ils sont en train de travailler. C'est une avancée que vous ne reconnaissez pas en tant que société civile. J'ai toujours dit que l'IGF, donc l'inspection générale des finances, son intention est bonne, mais sa méthode, elle viole la loi. Et à partir du moment où elle viole la loi, nous, les CEDUC, nous ne pouvons pas applaudir. Parce que comme nous venons de le dire, que pour nous, c'est travailler en vue de l'effectivité de l'état de droit, cet état où les dirigeants respectent les lois. L'IGF, dans sa façon de faire, viole la loi qui crée cet établissement, mais viole aussi la loi pénale ou le code de procédure pénale. En quoi il viole la loi qui le crée? C'est que cette loi-là fait d'elle, l'inspection générale des finances, une structure qui dépend directement du président de la République. Ça veut dire qu'après avoir mené ces enquêtes, ces conclusions sont destinées au chef de l'État
Et c'est à ce niveau-là que soit des décisions politiques sont prises, soit alors les dossiers sont transmis au parquet en vue des poursuites judiciaires. Malheureusement, qu'est-ce que nous vivons? Nous vivons que à la clôture de ces enquêtes, c'est aux médias qu'il va s'étaler. Ce sont des accusations qu'il se permet à l'endroit des autorités du pays. C'est ce qui vicie la procédure à son niveau-là. Et quand je dis qu'elle viole aussi la loi ou le code pénal, c'est que dans notre pays, à ce niveau-là des enquêtes, les instructions sont secrètes. Elles ne peuvent pas être révélées au grand jour parce que les révéler permettrait même aux personnes poursuivies d'entraver la procédure. Une méthode qui est, ou de pour eux, ils veulent changer un peu de méthode. Ils veulent pas que ce soit l'ancienne méthode. La nouvelle méthode, c'est que lorsqu'il y a des détournements, ils essaient d'alerter l'opinion, leur manière de travailler. C'est ainsi que je dis que l'intention est bonne, mais la méthodologie viole la loi. Et dans un État démocratique, les lois, soit on les respecte, soit on les change. Quand vous avez une intention de faire autrement, si vous avez l'intention de faire autrement, alors que la loi qui est en vigueur vous l'interdit ou vous l'empêche, organisez-vous à obtenir des modifications de la loi qui soient adaptées à votre façon de voir et à votre façon de faire les choses. C'est ainsi que j'insiste en disant que l'intention est bonne, mais étant donné que la modalité ou la méthodologie de l'IGF ne cadre pas avec la loi qui l'a créée et le code de procédure pénale, nous alertons l'autorité suprême de qui dépend cet IGF-là que des interpellations soient faites afin que la loi, les deux lois que nous avons citées soient respectées. Oui, par rapport à ça, on voit même des enquêtes de l'IGF sur les cas Matata Pogno, sur le cas Toumatoubouana. Il y a aussi même d'autres arrestations qui sont vraiment signalées. Ça montre que l'état de droit est en train de porter des fruits. C'est la lutte contre l'impunité. Vous savez, nous avons un code pénal dans ce pays. Il date de janvier 1940. Dans son cheminement jusqu'à aujourd'hui, ce code pénal-là a connu plusieurs modifications. Et à certaines périodes, il y a des infractions telles que détournement de deniers publics, telles que association des malfaiteurs, qui ont fait leur entrée dans le code pénal. Ce sont des infractions purement politiques, essentiellement politiques. Leur entrée dans le code pénal avait pour mission de fragiliser les adversaires politiques ou des partenaires politiques. À l'époque, ça c'est à l'idée du maréchal Mobutu. On se souvient encore, Kimba et Evariste Kimba et consorts, ceux-là qui étaient poursuivis pour association de malfaiteurs, c'était tout simplement des infractions purement politiques. À ce jour, elles continuent à être poursuivies de la même manière, oubliant les buts pour lesquels ils se sont retrouvés dans le code pénal. C'est ainsi que nous avons toujours trouvé, comme je l'ai dit, que l'intention est bonne, celle de veiller à l'assainissement dans l'orientation des dépenses publiques. Mais il y a la loi qui pose certains préalables, il y a aussi le souci de bien faire les choses, le souci de servir réellement l'intérêt général. Parce que vous n'allez quand même pas dire au peuple qu'un ministre peut détourner des sommes d'argent, les amener dans sa maison sans que un service quelconque, sans avoir la complicité et de ses supérieurs et de ses subalternes, parce qu'aucun ministre n'ira à la banque centrale récupérer l'argent et les ramener chez lui. Il y a encore un problème. La manière dont, à ce jour, l'infraction de détournement public, de deniers publics est définie. La loi dit qu'il y a détournement public lorsque les fonds ont été détournés de leur destination. Il y a même des détournements intellectuels. Oui, détournés de leur destination alors qu'ils devraient servir l'intérêt public, ils s'en vont servir des intérêts privés, des intérêts autres que les intérêts privés. Mais à ce jour, on vous dira qu'il y a détournement lorsque les fonds ont été destinés à une autre
à une autre charge que celle pour lesquelles elles ont été prises. Non, ça, ce n'est pas le détournement. Parce que dans l'un ou dans l'autre cas, si c'est lui qui a disposé de fonds, c'est justifié du fait qu'ils ont été utilisés pour une autre fin publique. Il n'y a pas de détournement des deniers publics parce qu'en étant ministre, en étant directeur général d'entreprise publique, on a ce pouvoir-là d'orienter, on a ce pouvoir décisionnel de dire que des fonds peuvent être destinés. Quand les fonds arrivent, je vais aller peut-être par des exemples concrets. On peut avoir des fonds pour acheter des matériels contre, dans les cas des gestes barrières, soit les gels pour nettoyer les mains, les désinfectants, de l'eau. Mais entre-temps, cette somme d'argent, pour des raisons qui arrivent au moment précis, sont destinées à une autre charge, toujours dans le secteur de l'enseignement supérieur et primaire. On ne va pas dire que le ministre a détourné. Donc, on doit vraiment très bien définir le concept de détournement des deniers publics. D'une part, on doit ne pas oublier que l'introduction de ces infractions dans notre code pénal, à son origine, c'était pour des fins politiques, pour fragiliser les acteurs politiques. On doit comprendre cet élément cet aspect des choses, envisager des grandes réformes afin que le travail de l'IGF et le travail de la justice viennent effectivement résoudre ce problème de l'impunité. Voilà, ce problème de l'impunité, mais pourquoi vous ne dénoncez pas la perquisition qui a été faite dans les domiciles ou dans des résidences du général John? En tant qu'acteur politique, moi je suis un acteur politique mais œuvrant dans les secteurs de la société civile. Je ne me donne pas le devoir d'être pour ou d'être contre. J'essaye tout simplement de comprendre la situation et de l'analyser. On venait de dire ici comment notre loi, le Code de procédure pénale, voudrait que des enquêtes soient secrètes. Et lorsque je vois des enquêtes être révélées au grand jour, avant leur conclusion, avant la fin de tous les actes d'instruction, je m'interroge. Et c'est à partir de ce moment-là que je dis que ça, ce n'est plus le droit, ça devient de la politique. Et lorsque c'est de la politique, je m'interroge pourquoi ces actes peuvent être ainsi révélés. À quoi ça sert à l'opinion? Aujourd'hui, grâce à ces images-là, il y a encore des images de la nudité carrément des grands activistes, d'un grand activiste tel que Chebea, qui circulent. Ça viole dans une certaine mesure son intimité, même s'il n'existe plus. Est-ce que le peuple en avait besoin? On veut bien que l'appareil judiciaire fonctionne, mais on veut surtout qu'elle respecte les règles applicables en matière d'enquête et que les enquêtes ne soient révélées au public que lorsqu'elles sont clôturées. Voilà. En fait, pour terminer, il y a cette actualité. On a vu les rétropédalages du ministre dans l'affaire des sextapes des élèves qui se sont livrés à des ébats sexuels. Le ministre, dans un premier temps, la décision qui a été prise, c'est que l'exclusion du système éducatif congolais. Mais lorsqu'il a rencontré son homologue des affaires des droits humains, voilà, j'y arrive, Fabrice Pola, le ministre a rétropédalé. Il dit qu'il n'a jamais été question de l'exclusion du système éducatif congolais, juste l'exclusion de leur école. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ces rétropédalages? C'est parce qu'il y a eu beaucoup plus de réactions un peu virulentes sur des réseaux sociaux que le ministre a rétropédalé, ou il y a d'autres raisons? Je venais de dire ici que lorsque le pays se porte mal, lorsque le peuple congolais se porte mal, nous les séducs, nous nous portons aussi mal. L'analyse que nous avons faite de cette situation, c'est que le gouvernement est allé un peu à côté de ce qui devait être fait. Qu'est-ce qui devait être fait? Étudier les faits, essayer de comprendre pourquoi les enfants se sont adonnés à une telle pratique. À partir de ce moment-là, on comprendrait lesquelles des mesures appropriées prendre par rapport à la situation. Tel que moi j'ai visualisé ces vidéos, on se rend compte
que c'est la dépravation de mœurs. On se rend compte que c'est la misère et ses conséquences. La misère. Oui, c'est ce que nous avons pu lire. La misère, lorsqu'on voit les petits garçons, lorsqu'on voit les petits garçons... La jouissance des enfants, où est-ce qu'il y a la misère? Mais lorsqu'on voit la fille s'adonner à de telles pratiques, on a facilement... On voit carrément que c'est quelqu'un qui court derrière l'argent. Et quand on voit les petits-enfants tels qu'ils s'amusaient, c'est comme si la fille leur avait demandé une somme d'argent précise qu'ils ont dû payer et maintenant ils s'amusent comme des jouets. Ces choses-là, ça devait interpeller l'autorité pour voir comment l'État est absent, comment le peuple congolais est en train de souffrir. À cause d'argent, voilà ce que les enfants peuvent aujourd'hui faire. Et la solution, les meilleures solutions à prendre, c'est de répondre vraiment, d'aider les parents à pouvoir répondre aux besoins fondamentaux de leurs enfants. Quand un enfant est bien éduqué, quand un enfant a de quoi s'acheter un pain à l'école, a de quoi se payer facilement un transport, a de quoi se mettre un peu d'unité dans son téléphone, je ne vois pas cet enfant-là s'adonner à de telles pratiques. Aujourd'hui, ils sont sanctionnés. Bon, j'apprends que la décision a été revue. Mais bon, étant des enfants qui se sont comportés de cette manière-là, je pense que la sanction la plus forte, elle est méritée. Ça, c'est du point de vue éducationnel. C'est quoi la sanction? On peut bien décider... La plus forte, selon vous, si on peut sanctionner, qu'on vous met vous à la place du ministre, qu'est-ce que vous allez prendre comme sanction? Oui, mais à la place du ministre, la décision telle que les révoquer ou les chasser de l'école, c'est tout ce que nous avons tous vécu à l'école. Ce n'est pas aussi grave que ça. C'est toujours pour attirer l'attention, c'est interpeller la conscience des élèves. Chasser, par exemple, le suspendre pour une année entière, ce n'est pas aussi grave que ça. C'est pas aussi grave. Que oui, mais c'est fort, ça. C'est fort, une année. Mais il faudrait que les enfants n'étudient pas. Il faudrait que les enfants comprennent que cet acte-là n'est pas bon. En dépit de la souffrance, en dépit de la misère, il y a lieu de rester poli et de se montrer bien éduqués. Et lorsque les enfants s'adonnent à des pratiques comme celle-là, être chassés, renvoyés de l'école, être sanctionné pour ne pas étudier pendant une année et étudier l'année d'après, je ne pense pas que ce soit des mesures aussi sévères que ça. Et ce rétro-pédalage-là, personnellement, je ne le comprends pas. Mais le plus important, en tant que politique, le ministre de la Justice, le ministre des Droits humains, le chef de l'État et le chef du gouvernement doivent comprendre à quel niveau la misère a battu son plein en République démocratique du Congo et que si on n'y prend pas garde, la dépravation de mœurs va s'installer et on va assister à de scènes beaucoup plus odieuses que celle-là. Merci beaucoup à vous, Madame Arlette Odia. Merci à tous nos téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.